D'abord, peut-être en préambule, vous rappelez, je le redis parce que c'est important, Métamorphose, c'est 5 sites sur la ville de Lausanne. Le site de la Tuyère, qui est le site sportif, et de futur centre d'affaires, qui est aujourd'hui bien démarré, hein, puisque le centre sportif est en chantier, et puis que le crédit du stade a été adopté par le conseil communal la semaine dernière à une très confortable majorité. Donc ça, c'est un projet qui est, je dirais, sur les rails. Autre projet sportif important qui est sur les rails ou sur la glace, c'est le centre sportif de Malais qui est en chantier. L'arrêt des playoffs permettra au moins, petite compensation, d'accélérer le démarrage du chantier, puisqu'on va pouvoir démarrer la démolition de la patinoire dès à présent. Le chantier de la patinoire provisoire est en construction. Là, c'est un chantier qui sera prêt pour les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2020, avec l'ouverture de la patinoire, puis de la piscine juste derrière. Troisième secteur sportif qui, lui, a aussi fait l'objet de décisions politiques récentes, mais qui va être développé plus tard, je n'y reviens pas, c'est le stade de Coubertin, dont on a aussi parlé l'automne dernier, chantier qui a été reporté après 2025, mais je dirais le processus va suivre son cours, puisque la municipalité va, dans les semaines qui viennent, relancer le processus de légalisation du sol pour qu'on puisse effectivement développer le projet de Coubertin le moment venu dans de bonnes conditions. Et puis les deux autres secteurs du projet, qui ne sont pas les secteurs sportifs en tant que tels, ce sont ces secteurs, disons, de logement et d'activité, c'est les plaines du Loup, avec un PPA 1, donc un plan partiel d'affectation numéro 1 pour les plaines du Loup, qui lui aussi est en bonne voie. On a choisi les investisseurs, on est maintenant en phase de développement. Les concours d'architecture vont être lancés dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent pour les derniers, pour l'ensemble des différents îlots des plaines du Loup. Donc c'est là aussi un projet qui est maintenant vraiment partie en phase de réalisation. Et puis le dernier secteur de Métamorphose, c'est les prés de Vidi, dont il faut admettre l'échéancier qui est présenté après vous le précise. Les prés de Vidi, c'est un projet qui lui a pris un peu de retard, il faut le reconnaître, qui a connu un temps d'arrêt entre 2014 et 2016, relativement important. Vous verrez que ça a été, comme souvent d'ailleurs ces périodes où on prend un petit peu de retard, aussi fructueux pour le développement du projet, puisqu'on travaillera, je vais y revenir, sur un périmètre qui est un petit peu élargi par rapport à ce qui a été initialement décidé. Mais je dirais, on va maintenant vraiment redémarrer ce projet des prés de Vidi avec cette étape qui est de ce point de vue-là très importante en fait pour le développement de ce secteur, puisqu'on lance maintenant, enfin, je dirais, les concours d'urbanisme qui vont nous permettre effectivement d'avoir des images, des projets qui permettent ensuite de commencer le développement du quartier, qui est évidemment une étape essentielle pour qu'on puisse aller de l'avant. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ce qui était initialement prévu? Le périmètre des prés de Vidi a été élargi. Je ne vais pas être trop long là-dessus parce que Mme Nittisdorf le réévoquera ensuite, mais vous avez ici le secteur, c'était le secteur, je dirais, initial des prés de Vidi que vous avez ici. Le périmètre de réflexion, disons, est large. C'est souvent comme ça dans les concours d'urbanisme. Hein. On envisage un secteur de réflexion qui est large. Par contre, le périmètre de travail réellement des urbanistes a été élargi à l'établissement horticole, qui est donc au nord des côtes de la route de Chavannes, c'est ça? Voilà, et qui est évidemment un secteur important. Mme Nittisdorf, qui est en charge notamment du service des parcs et domaines, vous dira tout à l'heure ce qu'il en est par rapport aussi à l'avenir de l'établissement horticole, mais c'est évidemment du point de vue urbanistique beaucoup plus cohérent de pouvoir réfléchir sur l'ensemble du périmètre et d'avoir une approche qui permet, je dirais, d'envisager les prés de Vidi dans un contexte plus large. Le site, il a pas mal d'atouts, une accessibilité multimodale évidente, hein. On a le M1 à proximité, on a l'accès aussi à la route qui est extrêmement aisée, qui est d'ailleurs aussi une partie du problème du site, mais enfin, c'est du point de vue de l'accessibilité effectivement un avantage, une proximité avec le lac et les hautes écoles bien sûr, un secteur qui est en développement, une disponibilité foncière forte. On est en entrée de ville, tout ça c'est des atouts importants du site, mais c'est aussi un site qui a beaucoup de contraintes et qui n'est pas simple du point de vue urbanistique. Précisément les accès que j'évoquais à la route et à l'autoroute sont aussi des contraintes en termes de bruit et de nuisance qui sont évidentes. La steppe est aussi, même si ce sera moins le cas avec la rénovation, enfin, la reconstruction de la steppe qui est en cours, mais une contrainte importante. Les fouilles archéologiques sont une contrainte financière et de délai.
relativement importante. Et puis, je dirais, les différentes artères routières qu'on voit bien sur le slide précédent créent aussi quelques difficultés en termes de perméabilité pour tout ce qui touche à la mobilité douce. Donc là, on a aussi des contraintes qui sont importantes. L'objectif, c'est de développer un projet ambitieux qui soit en synergie avec les quartiers environnement, notamment avec les hautes écoles, qui répondent évidemment aux exigences de durabilité, aux contraintes environnementales. On a l'ambition de développer auprès de Vidi un deuxième écoquartier à côté des Plaines du Loup. C'est important de le dire. Et puis, c'est quand même un quartier relativement vaste, puisqu'on parle de 180 000 à 210 000 mètres carrés de surface de plancher. Ça ne veut dire peut-être pas grand-chose, mais c'est quand même 4 200 habitants emploi qui devraient être accueillis sur ce territoire. C'est un gros tiers des Plaines du Loup, voilà, qu'on va développer auprès de Vidi. Donc c'est quand même un gros morceau de métamorphose qui est ici en train de commencer à naître sur ce secteur-là, avec un programme qui doit être un programme mixte. On envisage à ce jour, mais encore une fois, les urbanistes vont peut-être nous apporter aussi des affinements, des réponses qui seront plus précises, mais on envisage entre 60 et 75% de logements sur l'ensemble du secteur, avec évidemment des logements mixtes, la possibilité aussi là d'avoir une synergie avec les hautes écoles qui soit importante, puisqu'on est vraiment à proximité immédiate de l'université et pas très loin de l'EPFL. Un programme d'activité aussi qui soit relativement important, on parle de 25 à 40%, c'est plus que sur les Plaines du Loup, en termes d'ambition d'activité. C'est aussi lié au potentiel du site et aussi aux contraintes du site, puisque l'autoroute, la barrière autoroutière, je dirais, crée probablement paradoxalement une difficulté pour l'implantation du logement, puis une facilité du coup pour l'implantation d'activités qui est importante, d'activités tertiaires, mais aussi secondaires, pourquoi pas, qui pourraient trouver leur place sur le site, là aussi en synergie possible avec les hautes écoles. Et puis bien sûr, quand on crée un quartier qui fait un gros tiers des Plaines du Loup, il y a aussi une série d'équipements collectifs qui doivent aller avec, des écoles, des APEMS bien sûr, quelques équipements sportifs ou culturels de quartier. Quand on parle culturel, on pense plutôt à une maison de quartier, on ne va pas créer une nouvelle philharmonie là-bas. C'est pas encore dans les tiroirs, mais c'est des équipements de proximité pour le quartier qui devront pouvoir être développés aussi bien sur le plan sportif que sur le plan culturel, sur le plan éducatif. Et puis une jonction qui doit être améliorée aussi avec le M1, puisque c'est un des enjeux urbanistiques, notamment le franchissement de la route, de manière à assurer une très bonne jonction aux transports publics qui sont effectivement présents dans ce secteur. Voilà, je dirais, les ambitions que nous avons pour ce secteur, avec un concours d'urbanisme qui va effectivement être lancé selon des modalités originales que Madame Dixisdorf va vous présenter. Merci Monsieur le syndic. Comme vient de le dire le syndic, c'est une modalité originale, ce MEP. C'est vrai qu'en ayant eu quelques contacts avec certains d'entre vous, c'est vrai que c'est un peu un mot barbare, ce mandat d'études parallèles, mais ça représente aussi une nouvelle tendance qu'on a d'un point de vue urbanistique à réfléchir l'avenir de nos territoires, l'avenir de nos villes. Et cette manière originale de procéder nous permet, et on l'a vu dans la présentation de Monsieur le syndic, d'être un tout petit peu plus fin sur justement des contextes qui sont complexes avec cet instrument de mandat d'études parallèles. Ça nous permet justement de mieux tenir compte de manière holistique, on le verra, de toutes les problématiques qui contribuent à cette complexité. Et on le verra aussi, ça permet d'intégrer des enjeux qui nous sont chers à la municipalité et qu'on souhaite justement affiner. C'est tous les enjeux de concertation où on voit qu'avec ces instruments, ces mandats d'études parallèles, on arrive à avoir, on le verra, l'expertise des experts dans les différents domaines et puis l'expertise d'usage avec la population, on le verra aussi tout à l'heure. Sur l'ensemble de la procédure, comme vous avez pu le voir, on aura justement deux temps, 2 degrés. Et dans un premier temps, justement, on a, à partir de la définition du périmètre, la possibilité, et on peut le rappeler maintenant, d'aller, ce qui est nouveau, sur une réflexion sur l'établissement horticole. On voit très bien qu'indépendamment de ce projet urbanistique,
on a besoin de réfléchir et de re-questionner nos activités au sein de l'administration, beaucoup d'autres, mais aussi celle-ci, et c'est un peu, si vous passez l'expression, l'occasion qui fait le larron, de dire, maintenant on a une possibilité de réfléchir l'établissement horticole et les ateliers, on le fera dans ce cadre-là. Et dans un premier temps, donc au premier degré du MEP, on a donné comme consigne, on va donner comme consigne aux partenaires avec lesquels on va travailler d'avoir à l'idée la possibilité de maintenir l'établissement horticole sur le site, peut-être de le ripper, comme on dit, à quelque part d'autre, ou justement de déplacer l'établissement horticole et les ateliers ailleurs. Et ça se fera, cette réflexion, dans cette première étape, au premier degré du mandat d'études parallèles. À la fin de cette première étape, on prendra l'option de maintenir ou pas l'établissement horticole et les ateliers sur le site. Et ce qui est clair et que nous avons déjà décidé, c'est que si d'aventure l'établissement horticole et les ateliers sont déplacés ailleurs que sur l'ensemble du site, alors on réfléchira en même temps, pour ne pas se trouver court sur le repositionnement de cet établissement horticole, on réfléchira en même temps justement les déplacements à l'extérieur du site de cet établissement horticole. Sur la manière de procéder, vous avez vu aussi qu'on a déjà fait le choix, et ça c'est le privilège entre guillemets dans cet outil de mandat d'études parallèles, on a déjà fait le choix de 4 bureaux qui vont travailler sur ces 2 degrés que je viens de présenter succinctement tout à l'heure. 4 bureaux qui vont nous permettre, depuis, on le voit ici au niveau du calendrier, depuis ces prochains mois, de travailler justement sur le devenir de ce site. On a choisi en fait ces 4 bureaux à l'aide de critères. On n'a pas justement fait ça de manière non structurée. Et puis les critères en fait étaient intéressants par rapport aux enjeux du site. Bien entendu, on a regardé le critère de la qualité des références qui étaient faites par chacun des bureaux qui souhaitaient concourir. On a regardé aussi l'expérience des personnes qui composaient ces bureaux, bien entendu pour voir s'ils ont déjà travaillé ensemble, s'ils ont la capacité justement de gérer ces projets de complexité forte. Et puis, dernier critère, en écho à ce qu'a présenté M. le syndic tout à l'heure, on a regardé aussi les références et la capacité des équipes à faire pas seulement du concept de développement durable appliqué sur un quartier, mais vraiment de l'implémentation, de la mise en œuvre de la durabilité sur la réflexion sur un quartier tel que celui-ci. Et donc, on a ces 4 bureaux qui, on peut le voir, partent de Paris en passant par Chavannes-Pré-Renan, Zurich et Lausanne. Ce qui est intéressant justement, c'est avec le premier bureau par exemple, c'est d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur, avec un regard peut-être externe, mais qui a, on l'a vu dans ses références, de fortes compétences aussi pour connaître et avoir une bonne lecture du territoire, parce qu'ils ont aussi beaucoup travaillé en Suisse, ils ont beaucoup travaillé aussi dans le canton de Vaud. Une référence qui nous a plu aussi, c'était le projet qu'ils ont mené à Nantes d'un point de vue durable. On sait que Nantes est très profilée sur justement ces problématiques de construction, de rénovation de quartier et de durabilité. C'est un des points qui nous a pas mal plu dans cette équipe-là. Pont 12, Chavannes-Pré-Renan, proche de chez nous, quelqu'un qui connaît bien aussi le terrain avec les autres bureaux avec lesquels ils vont travailler. Un quartier sur lequel ils ont pas mal travaillé, qui est intéressant, c'est l'écoquartier de la Jonction à Genève, aussi avec des problématiques très complexes. Et puis aussi une approche d'un point de vue architectural assez fine. On voit que c'est un bureau qui a cette ouverture sur la construction écologique et des compétences fortes dans ce domaine-là. Le studio Buhlmann, Le Chair et Buzon, pardon, eux, c'était aussi leur approche très conceptuelle mais très appliquée en termes de durabilité qui nous a énormément plu. On voyait que c'était vraiment ceux qui avaient le spectre le plus large. Et puis, c'est aussi des très bons connaisseurs de Lausanne, même si on voit qu'ils viennent de Zurich. Ils ont aussi, par exemple,
quelqu'un qui va s'occuper de la mobilité, qui est quelqu'un qui connaît très très bien le contexte lausannois, Benoît Ziegler, pour y avoir aussi beaucoup travaillé. Dernière équipe, Tribu Architecture, bien connue également de la ville de Lausanne, puisque c'est eux qui ont aussi remporté le projet sur les plaines du Loup. On voit qu'eux ont une grande connaissance aussi du terrain. Ce qui nous plaît bien aussi dans leur approche, c'est qu'ils ont une grande capacité aussi d'aller sur ces enjeux que j'évoquais tout à l'heure de participation, de concertation. Donc avec tout ce joli monde, nous allons travailler avec un collège d'experts qui les a déjà en petite formation sélectionnés. Et puis on va entrer maintenant peut-être sur les aspects de planification qui sont aussi intéressants. Là on voit la mise en parallèle de toute la procédure du MEP, donc ce mandat d'études parallèles, et puis qui requiert, on le voit, l'expertise des experts avec les mandataires et puis les services de la ville qu'on ne voit pas mais qui sont aussi avec beaucoup d'expertise et qui vont accompagner l'ensemble de ce MEP. Et puis, en miroir, on voit tous ces enjeux de concertation et on sent aussi ici la volonté de la municipalité de vraiment, comme je l'évoquais tout à l'heure, mettre en bonne synergie cette expertise de professionnels, encore une fois, dans différents domaines qui sont en lien avec les problématiques du site, et puis l'expertise d'usage, des gens qui vont accompagner, on le voit, à chacune des étapes fondamentales, quand il y aura le rendu de ce premier tour, de ce premier degré. On voit qu'ici, les experts travailleront ensemble, mais on voit aussi qu'on aura, avec l'expertise de la population, la capacité d'être en résonance, en synergie, et c'est ce qui va arriver. Et une fois qu'on aura consolidé l'ensemble, on va pouvoir donner des recommandations pour entrer sur le deuxième tour, le deuxième degré, qui nous permettra maintenant, à partir de septembre 2017, on le voit ici, d'entrer encore un petit peu plus dans le vif du sujet, pour nous amener, on le verra encore après, à ce qu'on appelle le schéma directeur. Donc on voit qu'on a tous ces étapes entre le premier rendu, mai, le deuxième rendu pour le deuxième degré et septembre. On est en capacité d'intégrer justement les éléments qui viennent du public. Peut-être pour affiner encore ce qui se passe dans ces différentes étapes, comme on peut le voir, le premier degré, on est sur ces éléments de diagnostic, d'orientation, d'intention. Donc on voit le niveau plus stratégique et puis on reste entre guillemets un peu superficiel. Mais ensuite, au deuxième degré, on est vraiment sur cet instrument qui est le master plan et là qui précise déjà les choses. Mais ce qu'il faut dire, et c'est ce qui est intéressant dans le mandat d'études parallèles, c'est qu'à la fin de la procédure que je viens de présenter, on n'a pas l'obligation de choisir un projet. Et ça, c'est aussi intéressant dans la démarche, dans encore cette complexité et ces problématiques vraiment difficiles à mettre ensemble. On ne va pas choisir un lauréat, comme on fait des fois à la fin de concours, mais on aura la capacité, si vous me passez aussi l'expression, puis pour vulgariser un petit peu, d'aller piquer le meilleur dans chacun des projets, et ça nous permettra justement d'avancer de cette manière, justement vu la complexité du site. Et on aura justement après, comme on l'a vu sur la planification de la slide d'avant, on aura après la possibilité d'élaborer un schéma directeur. Ensuite, on ira sur des plans partiels d'affectation, ce qui nous permettra d'avoir un programme très consolidé à la fin de toutes ces étapes qui sont sanctionnées par des outils bien précis. Ça paraît un peu complexe, mais ça nous permet d'être chaque fois un tout petit peu plus précis. Et puis sans justement, et c'est important de retenir ça aujourd'hui, sans qu'on se lie au tout départ par un seul projet. On aura la capacité justement, encore une fois, de bénéficier de la créativité justement de chacun des partenaires avec lesquels on travaille. Là, on voit encore plus finement le calendrier avec à la fin de ce que je viens d'évoquer, qui sera fin 2018 ici. On sera ensuite après sur la recherche d'investisseurs, bien entendu, le nerf de la guerre également. Et puis, si on fait un planning comme on doit le faire, bien entendu, tout est susceptible de bouger, mais l'idée, c'est qu'en 2020, on vienne avec des concours d'architecture, puisqu'on aura quelque chose de très précis, on sera en capacité d'être très précis à ce moment-là.
et puis pour une pose de première pierre aux environs de 2022 et l'arrivée des premiers habitants en 2024. Voilà, ça c'est la grosse maille de la planification que nous avons faite pour mettre près de Vidi. Très rapidement maintenant, la résonance avec cette expertise d'usage qu'on va aller chercher, l'avis de la population, avec cette partie événements publics. On verra, je ne vais pas m'apesantir sur ces éléments parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais on est vraiment là dans l'idée d'aller avec des méthodes, comme on le voit aussi ici sur l'image, avec des méthodes de participation. L'idée n'est pas de juste réunir des gens comme ça dans une salle et puis de leur demander leur avis, ça sera quelque chose de structuré et de structurant qui nous permettra de vraiment transposer la parole donnée par les habitants dans les outils de planification que je viens de présenter. C'est ce qui fait un peu la différence entre faire de la participation accompagnée avec des méthodes et puis juste réunir des gens dans une salle pour leur dire ce qu'on a envie de faire sans vraiment avoir d'interaction avec eux. Et puis là, on voit aussi la planification de ces démarches participatives en résonance, comme j'ai évoqué tout à l'heure, avec les deux, si on revient maintenant au mandat d'études parallèles, avec les deux séquences que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puis vous avez ici, je ne vais pas les lire directement, mais les dates qui sont prévues pour rencontrer justement la population, encore une fois articulée sur les deux étapes, les deux degrés de ce mandat d'études parallèles, avec cette capacité de faire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, la synthèse de l'ensemble des travaux, expertise d'usage, expertise de professionnels, en vue d'une restitution. Étape très importante quand on fait de la participation, c'est de retourner vers les gens pour leur dire ce qu'on a fait justement de la parole qu'ils ont donnée sur les projets. Ça paraît trivial, mais c'est juste essentiel. Donc voilà pour aussi les éléments plus de procédure et puis les éléments de participation, avec la possibilité aussi de diffuser Urbi et Orbi, la possibilité de s'inscrire à partir de notre site internet pour participer à ces démarches participatives. Voilà.